Je déclare mon meublé, spécialiste de la fiscalité et de l'accompagnement des loueurs en meublé, a le plaisir de vous présenter Je découvre le monde du meublé, le podcast à destination de tous les loueurs en meublé. Que vous envisagiez de vous lancer dans l'aventure de la location meublée ou que vous soyez déjà fin connaisseur des avantages de cette activité, retrouvez-nous chaque semaine pour parler conseils, bons plans et suivre ensemble l'actualité de la location meublée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode spécial que nous avons fait le choix d'intégrer à notre série L'été pour comprendre le meublé. Puisque la période estivale rime bien souvent avec congé et donc avec location saisonnière, nous souhaitions, à titre de conclusion, vous proposer un épisode spécial sur le sujet. Et c'est justement pour évoquer le sujet de la location saisonnière, de son organisation, de ses avantages ou encore sa fiscalité, dont une partie est actuellement en plein bouleversement, que nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Sophie Bégusso. Sophie Bégusso, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce podcast. Bonjour Baptiste, merci de votre invitation. C'est un plaisir. Sophie Bégusso, pour vous présenter rapidement à nos auditeurs, vous êtes coach et formatrice dans un établissement bancaire et en parallèle, vous pratiquez une activité de location meublée touristique depuis le mois de juillet 2021 à la Seine-sur-Mer, près de Toulon dans le Var, département d'ailleurs dans lequel vous résidez également. Première question, Sophie Bégusso, finalement, comment est-ce que l'on devient hôte Airbnb? Qu'est-ce que c'est et puis en quoi ça consiste? Moi, je suis devenue hôte vraiment un peu à hasard parce que j'ai fait un héritage et j'avais une certaine somme à placer. Donc, j'ai acheté un bien immobilier à proximité de ma résidence principale. Donc, ça, je pense que c'est une chose assez importante. Et au départ, c'était un peu pour la famille. Puis petit à petit, j'ai dit, tiens, je vais essayer pour accueillir des voyageurs. Alors, naturellement, j'ai été vers Airbnb et puis j'ai fait ça. J'ai acheté le bien le 1er juillet et j'ai eu 2021 et j'ai eu mon premier voyageur le 21 juillet 2021. Donc, ça a été très rapide et ça a bien fonctionné. Voilà, donc c'est un hasard et puis après c'est du travail, de la réflexion et voilà, donc c'est une activité que j'aime bien parce que c'est une activité qui est très complète et qui peut se faire en parallèle d'une activité principale. Donc ça c'est quelque chose de plaisant, on va dire, qui me plaît, voilà. Donc finalement, si on résume sur le début de votre projet Airbnb, c'est quelque chose que vous avez quand même mûri un certain temps, puisqu'à l'origine, ce bien, c'était plutôt destiné à, comme vous le dites, accueillir de la famille. Et puis finalement, vous vous êtes dit, et pourquoi pas? Voilà, c'est pourquoi pas. Puis bon, c'est vrai que moi j'habite dans une zone géographique très touristique, donc à proximité de Toulon. Le bien est à côté de la plage, donc je me suis dit pourquoi pas la location courte durée. Et puis bon, j'ai contacté une amie qui le faisait, qui elle mettait en location sa résidence principale. Donc c'est un peu différent pour les périodes estivales, mais c'est vrai que voilà, après ça s'est fait naturellement et puis petit à petit j'ai appris en faisant parce que au départ je savais rien du tout et voilà donc c'est quelque chose que voilà qui me plaît comme je disais et quand ça plaît on a envie d'en faire plus, de faire mieux. De faire différemment quand ça fonctionne pas et puis comme ça a bien fonctionné dès le départ donc ça puisque c'était l'été, donc à côté de la plage, ça a été rapide et voilà. Justement, ça fonctionne bien dès le départ, ce que vous dites. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous préciser comment ça s'est lancé finalement, vos premières expériences? Vous avez dit que ça s'était très bien passé. Finalement, c'est souvent une appréhension qu'on a quand on pense à une activité, notamment une activité de location saisonnière, parce que on a beaucoup plus de passages, on ne connaît pas nécessairement les gens qui entrent dans le bien. Donc finalement, qu'est-ce que vous pourriez un peu dire aux personnes qui hésiteraient, comme vous, il y a quelques années, à commencer cette activité? Finalement, est-ce qu'il faut avoir aussi peur que cela ou est-ce que finalement, malgré peut-être quelques désagréments, ça reste quand même dans l'ensemble quelque chose de très positif? Moi, c'est une activité qui est positive, puisque je la continue. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est
bon, déjà d'avoir une annonce, que sur toute plateforme confondue, une annonce précise pour que le voyageur ou la personne qui va louer votre bien ne soit pas étonné, enfin, que ça soit dès le départ sur la bonne longueur d'onde au niveau, je réserve un bien, c'est exactement là où je suis, c'est bien, ça correspond. Et aussi, ce qui est, me semble-t-il, très important, c'est d'instaurer une communication le plus en amont possible avec le voyageur, pour qu'il y ait une relation qui se fasse dès la réservation. Par message, soit par messagerie style Airbnb ou même après par d'autres messages, mais pour demander aux personnes s'ils ont besoin de quelque chose de particulier, de préciser aussi nous ce qu'on attend d'eux, parce que je pense que c'est dans la communication de dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas. Et aussi dans l'accueil, alors il y a certaines personnes qui accueillent physiquement les voyageurs ou les locataires, d'autres qui sont avec des boîtes à clés. Donc déjà de choisir entre les deux. Et moi, je sais que je privilégie l'accueil physique, j'allais dire l'accueil en présentiel. Je suis présente en gros quand les voyageurs arrivent, parce que j'aime bien savoir qui arrive. Et puis aussi, j'aime bien, c'est plaisant de discuter avec des gens qui viennent de France ou de plus loin, d'apprendre des choses, de leur faire découvrir la région leur expliquant ce qu'on peut faire. Donc ça, je pense que c'est important. Mais la communication, je pense que ça lève des freins par rapport à l'appréhension. Parce que c'est vrai que tout le monde a une appréhension de qui va venir, est-ce qu'il va avoir des dégâts, voilà, est-ce que ceci, est-ce que cela. Puis bon, en définitive, en discutant avec les gens, ça se passe bien. Enfin, moi, je sais que ça se passe bien. Voilà. Effectivement, donc par exemple, vous n'avez jamais eu de désagréments particuliers avec des locataires, ou est-ce que ça vous est quand même arrivé finalement dans la masse des réservations de ces dernières années? Est-ce que ça a pu vous arriver d'avoir quelques difficultés? Euh, des, euh, des difficultés, il y a toujours des trucs que je vois, parce que là, je regardais les gens qui avaient loué chez moi. La première, quand elle est arrivée, elle a cassé la, pour baisser le store. Donc, c'est vrai que, alors déjà, elle était un peu, enfin, moi, c'était ma première location. Bon, ça demande de l'agilité. Donc, c'est pour ça que précédemment, je disais que moi, je suis à proximité de mon bien. Donc, quand il se passe quelque chose, que ça soit quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose qui n'est pas présent dans le bien, d'avoir la communication avec le voyageur, c'est bien. Et quand nous, on peut réagir rapidement, c'est encore mieux. J'ai eu, par exemple, des serrures cassées un 14 juillet l'année dernière, quoi. Donc, j'ai un serrurier qui me répare très rapidement les choses. Voilà, il faut avoir un peu son organisation, des personnes de confiance, sinon on n'est pas présent. Ouais, finalement, c'est être flexible, comme vous le dites, et être flexible, ça passe aussi par être bien entouré, parce que c'est ça qui va permettre finalement de Ouais, répondre à chaque. Et dans un sens, même si on espère que tout se passe pour le mieux, être prêt pour les petits désagréments, les ouais. prendre tels qu'ils viennent et se dire que finalement, sauf très gros problèmes, ce sont des choses qui peuvent se résoudre très vite et qui ne sont pas de nature à entacher l'intérêt de l'activité. Et donc, en somme, finalement, est-ce que vous-même, maintenant, aujourd'hui, avec votre expérience, vous recommanderiez, comme on a pu vous la recommander il y a quelques années d'ailleurs, finalement, est-ce que vous recommanderiez la location saisonnière à un ami, à une connaissance qui aurait justement un bien à disposition ou non, finalement? Oui. Enfin, moi, je sais que je le recommande. Enfin, enfin, moi, c'est quelque chose que je fais volontiers. Donc, quand j'en discute, bon, à certaines personnes, ça donne envie. En revanche, ce que je fais, c'est que j'explique bien un peu les tenants, les aboutissants. Parce qu'on ne se lève pas un jour, on se dit, tiens, je vais louer mon appartement ou ma maison. Savoir donc finalement, savoir ce que ça implique, faire preuve d'une certaine discipline aussi, d'avoir une bonne préparation. Par exemple, enfin, de votre expérience, selon vous, finalement, tout cela, approximativement, ça prendrait combien de temps entre, par exemple, se faire les bons contacts, prendre les bons réflexes?
partir de combien de temps il faut commencer à réfléchir à son activité de location saisonnière avant de la lancer effectivement? Moi, je crois que j'y avais réfléchi en avril. En avril pour le mois de... et j'ai commencé parce que j'ai signé chez le notaire le 1er juillet, je me souviens. Donc, en amont, j'avais réfléchi en avril parce que pour voilà, de me dire, c'est en discutant, c'est un soir, en discutant, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Et puis, voilà, le temps de réflexion, et puis après, de créer l'annonce, parce qu'il y a de plus en plus, pour louer en direct, c'est, à moins qu'on ait un réseau d'amis ou d'amis, c'est plus délicat. Les offices de tourisme, à une époque, ils avaient un peu pas le monopole, mais le privilège de louer, enfin d'être un intermédiaire, mais ça se fait de moins en moins. Donc beaucoup de locations maintenant se font par plateforme, donc il faut créer l'annonce et après la mettre en ligne, faire des belles photos. Et après, en parallèle, penser à toute la réglementation, un peu la fiscalité. Moi, ça, on en reparlera, mais j'y ai pas pensé tout de suite. Et puis aussi, qu'est-ce que je dois mettre qu'est-ce que je dois mettre? Il y a beaucoup de questions. Est-ce que je mets les draps? Est-ce que je mets pas les draps? Est-ce que je fais le ménage? Est-ce que je fais pas le ménage? Combien de personnes peuvent louer? Est-ce que j'accepte les animaux, pas les animaux? Donc, il y a une réflexion en amont à faire. Très bien. Une réflexion en amont à faire, finalement, le maître mot, comme dans beaucoup de choses, ce serait la préparation, comme on vient de le dire, et justement prendre aussi en compte dans cette préparation tous les aspects, et ça nous fait une merveilleuse transition, puisque justement, vous venez d'aborder l'aspect fiscal. Alors, on le sait, la location donc de meublé de tourisme, c'est avant tout de la location meublée. Ça a donc une fiscalité différente de la location vide, une fiscalité qui lui est propre. Sophie Béguissot, on ne l'a pas encore dit, mais vous avez rejoint JD2M en 2021, donc finalement la même année que celle à laquelle vous avez commencé votre Oui. activité. Est-ce que je peux vous demander ce qui vous a finalement poussé à faire ce choix? Euh, c'est quand j'ai commencé à faire des simulations sur l'impact de la fiscalité de cette année, ce revenu complémentaire. J'ai fait waouh. J'ai dit il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai un peu commencé à regarder donc sur internet, donc un peu comme tout le monde, j'ai regardé, c'est parti. Enfin, il y a beaucoup d'informations, c'est ça la problématique. Il y a beaucoup d'informations sur internet, à la fois pour la réglementation et pour la fiscalité. Et puis sur LinkedIn, j'ai vu passer des posts sur G2M, donc je me suis mis en contact. Et puis il y a eu un conseil de fait, notamment pour passer au réel, parce qu'en plus ce bien, je l'avais acheté une part partiellement à tempérament, enfin, c'est-à-dire que j'avais fait un crédit, un emprunt. Et donc il y a des aspects honnêtement que je connaissais pas, alors que bon, ouais, je suis banquière dans la vie, donc j'ai quand même une notion de l'argent. Mais voilà, comme je vous dis, j'ai appris en pratiquant. Donc au fur et à mesure, j'ai découvert des choses. Et j'ai dû cadrer aussi au niveau par rapport à la réglementation, parce il y a un côté aussi réglementaire et administratif. À réaliser que j'avais pas forcément fait au départ. Voilà. Effectivement, alors pour les éditeurs qui nous extraient, qui ne seraient pas nécessairement spécialisés à la fiscalité de la location meublée, vous évoquez donc l'impact fiscal de votre activité. Pour le rappeler brièvement, finalement, la fiscalité de la location meublée, en fait, elle va se calculer sur la base de votre tranche marginale d'imposition, de votre taux marginal d'imposition, qui va être appliqué finalement à votre résultat fiscal, un certain montant de bénéfices. Et justement, ce montant, on va le calculer différemment selon le régime fiscal qui va être choisi. Donc, vous avez le régime micro-BIC qui est assez connu et qui a été jusqu'à présent, à voir si ça se maintient dans le futur, assez plébiscité en location saisonnière. Et puis à côté, il y a ce fameux régime réel, régime pour lequel, finalement, pour vous, il s'est avéré qu'il était plus rentable. Et notamment, vous avez mentionné une date de signature chez le notaire, vous avez mentionné un crédit. En quoi justement cela vous a poussé vers le régime réel?
Parce que je savais pas trop, je vous dis, j'avais même pas réfléchi à la question, l'impact et disons que par rapport à l'emprunt, par rapport quand on est au réel, on peut déduire des charges et je ne savais pas quelles charges et puis notamment l'emprunt, les charges d'emprunt, tout ce qui est tout ce qui a trait à l'assurance, puis bon aux consommables, etc. Et c'était beaucoup plus avantageux pour moi de passer au réel par rapport notamment à cet emprunt et aussi à des investissements que j'avais faits et puis que je continue à faire. Moi, ça me permet d'améliorer chaque année, parce que c'est depuis 2021 maintenant, j'améliore pour à la fois pour valoriser mon bien. À titre personnel et aussi pour apporter un accueil le meilleur possible. Par exemple, j'ai mis la climatisation, il y a des choses comme ça. Et donc tout ça, j'arrive à l'intégrer dans ma fiscalité, alors que quand c'est au forfait, comment j'appelle ça au forfait, c'est il y a un certain pourcentage et puis voilà. Alors que là, j'ai toutes mes charges et puis qui sont déductibles et puis reportables aussi. Ça, je vous expliquerai beaucoup mieux que moi, je pense, tout ça. Mais c'est quand même enfin, pour moi, ça a été très avantageux parce qu'en gros, je n'ai pas d'impact fiscal par rapport à ce revenu complémentaire. Voilà. Alors effectivement, vous les opposez très bien et vous le résumez très bien. D'un côté, on a ce régime microbique qui, comme vous le dites, fonctionne sur le système de l'abattement forfaitaire. Donc pour expliquer ça très simplement à nos auditeurs, chaque année, en fait, il suffit simplement de déclarer au régime microbique donc le montant de ses recettes brutes annuelles à l'administration fiscale. L'administration fiscale applique un abattement et calcule l'imposition sur la base du taux marginal d'imposition sur la somme qu'il reste après abattement. Abattement justement qui est au cœur de beaucoup de changements en location touristique puisque il était auparavant assez avantageux, entre 50 et 71% pour les meublés de tourisme et meublés de tourisme classés. Or aujourd'hui, alors bon, c'est un petit peu difficile finalement depuis le début 2024, mais on a des meublés de tourisme qui aujourd'hui sont passés à 30% d'abattement. Les meublés de tourisme classés devaient leur emboîter le pas. Finalement, en raison d'un petit imbroglio dans la rédaction de la loi de finances 2024, ça n'a pas été le cas cette année. Ce sera très probablement le cas l'année prochaine avec des taux d'abattement qui vont descendre en dessous des 71%. Et effectivement, ce régime, il est certes très simple, mais il a cet inconvénient que, on paye des impôts chaque année et surtout, que les dépenses que l'on va faire en plus, ne seront pas absorbées. L'augmentation des coûts, les dépenses supplémentaires, elles sont certes comprises dans cette logique d'abattement forfaitaire, mais elles ne sont pas absorbées réellement. Or, justement, à l'inverse, on a le régime réel qui, lui, comme vous le dites très bien, va permettre finalement de déduire chaque année en temps réel en fait, toutes les dépenses que vous allez faire. Et donc forcément, si vous êtes dans une logique de continuer à améliorer votre bien et donc que ça entraîne des dépenses très régulièrement, pas nécessairement chaque année, mais de manière régulière, vous les déduisez de votre montant imposable, ce qui permet de réduire très largement votre fiscalité. Et justement, vous le dites très bien, il ne s'agit pas nécessairement de faire des travaux tous les ans, puisque tous les montants qui ne sont pas utilisés en déduction l'année où ils sont générés sont reportables. 10 ans pour les charges, indéfiniment pour l'amortissement qu'on n'a pas encore vraiment évoqué, mais c'est effectivement ce qui permet, lorsqu'on fait des grands travaux, de pendant plusieurs années pouvoir les absorber d'un point de vue fiscal et donc d'en réduire très largement le coût. Le côté reportable, je pense que c'est important, surtout pour les personnes qui font appel au crédit ou qui font des travaux dès le départ. Et ça, je pense que c'est, enfin, à mon sens, c'est un bon conseil. Alors, ça demande bien sûr de faire après une compta assez simple, parce que bon, ça demande un peu, là aussi, un peu de discipline. À chaque fois que je saisis sur l'espace mes charges, mais c'est pas très compliqué. Et puis quand on voit l'impact que ça a financier, ça motive, quoi. Ça motive. C'est finalement un temps et de l'énergie bien investis selon vous. Oui, parce qu'après, bon, au début,
c'est au départ la création, enfin c'est tout ce qui est administratif, prend la logique, c'est ça. Le plus dur au début, c'est ça. Et puis après, bon, c'est de la routine, quoi. C'est la mise en place, c'est comme tout, c'est un peu comme quand on crée son annonce. Au départ, comme c'est nouveau, on connaît pas, donc ça demande à la fois soit de l'aide, soit de l'investissement personnel, de la recherche personnelle. Et là, c'est pareil, de créer son espace sur J2M. Au départ, bon, on yoyote un peu. Puis après, bon, là, je vois cette année, voilà, j'ai commencé régulièrement, je mets mes charges, je mets mon EDF, mes assurances. Quand j'achète du linge, par exemple, hop, je le mets directement. J'ai mes petites enveloppes avec mes tickets, et puis voilà. Et justement, là-dessus, on parle au titre des charges de l'EDF, de factures finalement qui tombent sous le sens. Et puis là, vous mentionnez l'achat du linge. Est-ce que, au-delà, par exemple, des intérêts d'emprunt qui sont déductibles, des frais de notaire déductibles, est-ce qu'il y a certaines catégories de charges que vous avez été finalement surprise de découvrir comme étant des charges déductibles, des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé, et puis quand on vous l'a dit, vous vous êtes dit, ah bon, je l'ignorais complètement et je m'en serais pas douté. Disons que l'emprunt, par exemple, au départ, après ça tombait sous le sens, mais voilà, les frais de notaire aussi, tous les frais d'assurance emprunteur aussi liés au crédit, l'assurance, la MRH. C'est effectivement une surprise que nous, on peut beaucoup constater par rapport aux loueurs meublés, et pas nécessairement uniquement en location touristique. C'est un petit peu cette découverte finalement de l'étendue des possibles en matière de charges déductibles, parce que finalement, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est qu'à partir du moment où quelque chose est nécessaire à la tenue d'une activité, c'est déductible. Mais voilà, il faut bien garder à l'esprit que quand on entend charges déductibles, il ne faut pas penser seulement EDF ou téléphone. On peut aller très loin, agence de conciergerie, gestionnaire de location, finalement tout ce qui permet à l'activité de fonctionner. Aussi. Les frais de copropriété. Les frais de copropriété. Et beaucoup de choses, en définitive. C'est classé par famille, donc. Et puis les impôts. Les impôts, la taxe foncière, la fameuse CFE aussi. Voilà, il y a tout. Enfin, voilà, c'est une petite entreprise, voilà, c'est ça qui est important, c'est quand quelqu'un se lance dans ça. Alors, je pense que dans la location saisonnière, il y a un peu deux typologies de personnes. Déjà, il y a ceux qui, par rapport à leur résidence principale, ou qui font ça vraiment occasionnellement. Et puis il y a ceux qui prennent goût un peu comme moi et qui développent. Mais de le faire ça vraiment, oui, presque professionnellement, parce que c'est important. Accueillir des gens, moi je dis toujours, les personnes prennent leurs vacances. C'est important pour quelqu'un qui vient, qui va passer ses vacances. Il en a parlé sûrement maintes et maintes fois, il a choisi votre bien, etc. Donc c'est important de lui apporter quelque chose de bien. Et après, il y a ce côté relationnel, accueil, etc. Et après, il y a tout ce qui est en arrière-plan, c'est-à-dire toute l'organisation qui est nécessaire pour accueillir ce qu'on disait, la gestion du bien, l'achat, et après tout la propreté, etc. Et puis le côté fiscal. Donc c'est quelque chose de pas compliqué, mais complexe, et c'est pour ça que j'aime bien, parce que c'est assez varié comme activité. Écoute, effectivement, très bien, merci beaucoup. En tout cas, c'est très complet, effectivement, ça donne envie dans un sens. Et sur cet aspect, pour revenir sur l'aspect fiscal, vous êtes, de par votre implication dans l'activité de location touristique, en contact avec de très nombreux loueurs, d'ailleurs je suppose dans le Var, mais aussi ailleurs. Qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que vous constatez finalement qu'ils sont assez renseignés sur les enjeux fiscaux? Pas toujours. Est-ce que vous penseriez qu'ils gagneraient pour certains, par exemple, faire évoluer leur fiscalité? Vous-même, si j'ai bien compris, vous aviez commencé au microbic et vous avez très vite changé pour le réel? Ou vous aviez commencé avec le réel? J'ai commencé directement avec le réel parce qu'on l'a fait assez tardivement. Enfin, je pense que le problème, c'est que on est informé, surinformé. Et puis alors, actuellement, en plus avec la fiscalité, avec les modifications, en gros, on n'y comprend pas. Enfin,
tout se dit et il y a tellement d'informations que c'est pas évident à trouver. Donc, je pense que c'est important d'avoir un interlocuteur, d'avoir quelqu'un qui sait de quoi tout le monde dit la sienne, et parfois la sienne n'est pas forcément juste. La fiscalité, c'est une chose importante pour le français, parce que les impôts, voilà, c'est un sujet assez récurrent. Et c'est important d'être informé. Mais je vous dis d'avoir une synthèse des choses et d'avoir les différentes étapes. Je commence, je dois faire ça, ça. Euh, Qu'est-ce que ça implique au niveau imposition? Ok, il y a deux types d'imposition. Le microbique et le réel. Qu'est-ce qui fait que voilà, c'est toute cette et d'avoir une synthèse au départ, quelque chose les grandes lignes et après de pouvoir creuser et de creuser et de pouvoir de savoir qu'est-ce qui est le plus adapté à ma situation. Voilà. Et enfin la situation de tout loueur. Et c'est ça le plus compliqué d'avoir une information fiable, synthétique et voilà. Et compréhensible parce que bon, c'est très facile dans la comptabilité ou dans le domaine bancaire de parler jargon, mais il y a un moment où il faut que ça peut être des personnes, les loueurs, c'est un peu toute typologie de personnes, donc des personnes plus âgées, des personnes plus jeunes. Donc voilà, de savoir qu'est-ce qui est nécessaire de faire, comment le faire, est-ce que je dois faire ça ou ça? C'est ça le plus compliqué à mon sens pour la fiscalité et la réglementation. Voilà. C'est finalement en fait d'être bien accompagné, et surtout par un acteur fiable, puisque s'informer soi-même, c'est tout à fait possible, mais il est vrai que quand on commence, on peut avoir du mal à démêler le vrai du faux. On en a eu un très bon exemple et bien justement cette année avec tous les changements de la loi de finances 2024. Et finalement, personne ne savait vraiment où se placer. C'est vrai que si on essaye de se mettre à la place de quelqu'un qui commençait la location meublée cette année, faire des recherches sur la fiscalité et comment ça allait se passer, bien comment ces revenus 2024 seraient imposés en 2025, c'est un petit peu compliqué. D'ailleurs, il n'est même pas sûr qu'on en soit encore complètement sorti. Aujourd'hui, d'ailleurs, peut-être avez-vous suivi un petit peu ce qui se disait sur le secteur de la location meublée touristique? Alors, on a parlé de fiscalité avec la loi de finances 2024. On avait aussi une autre loi à l'étude, la proposition de loi numéro 1176, de son nom complet, donc la proposition de loi visant à remédier au déséquilibre du marché locatif en zone tendue. Est-ce que vous avez un avis, un sentiment sur les changements qui s'opèrent actuellement ou qui sont en passe plutôt d'être opérés par rapport au secteur de la location touristique? J'ai suivi, enfin, j'ai essayé de suivre un peu pas de loin, mais il y a tellement d'informations puis de va-et-vient sur la communication. Pour les zones tendues, moi je sais que par exemple je suis en zone tendue. Je pense que c'est nécessaire, oui, de suivre ça, surtout pour quelqu'un qui s'installe. Pour quelqu'un qui s'installe, c'est important de savoir où est-ce que s'il se lance dans un projet vraiment pas semi-professionnel, mais qui veut vraiment avoir une rentabilité, de savoir exactement s'il loue un bien quelque part, ne serait-ce aussi, on parlait de copropriété tout à l'heure, mais d'être sûr que la personne achète dans une copropriété aussi qu'accepte la location courte durée, et après de savoir est-ce qu'il est en zone tendue, pas tendue, quel impact ça a, de savoir si c'est sa résidence principale, les 120 jours, est-ce que ça va évoluer aussi, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est complexe, hein. C'est surtout cette année, je trouve. Cette année, c'est rock'n'roll, on va dire. Alors effectivement, surtout cette année, c'est rock'n'roll. Comme vous le dites, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a un calendrier aussi qui est un petit peu particulier cette année, encore à plus forte raison, même actuellement.
Et c'est vrai qu'on a tendance parfois à ne pas y penser tout de suite, mais vous les évoquez à juste titre, et c'est un enjeu qui est au cœur de cette proposition de loi. Ce sont finalement toutes les démarches qu'il est nécessaire de faire quand on veut pratiquer de la location de meublés tourisme. Vous avez évoqué bien simplement le fait, ne serait-ce que de penser à la copropriété, bien vérifier qu'on peut pratiquer bien, la location d'un meublé tourisme lorsqu'on est en copropriété. Et puis, à côté de cela, il y a effectivement les démarches à mener, par exemple, en mairie, la déclaration. Je suppose que vous avez dû vous-même vous plier, vous prêter à l'exercice Oui, de la ouais, ouais, déclaration. voilà, j'ai fait la déclaration en mairie. J'ai un numéro que j'ai intégré dans mon annonce Airbnb. Oui, et puis suivant la ville où on se situe, les, il y a des villes où il y a des restrictions. Dans les grandes villes ou dans certains secteurs, il y a la réglementation. Il y a aussi le fameux débat numéro de SIRET ou pas de SIRET. Alors là, c'est vraiment parce qu'il faut un numéro de SIRET. Voilà. Et ça, c'est gros débat. Même avec des gens aux impôts, c'est gros débat. Voilà, Alors, on ne le dira jamais assez, effectivement, mais il faut absolument un numéro de SIRET pour pratiquer la location meublée, tout simplement parce que c'est obtenir un numéro de SIRET qui donne en fait une existence fiscale à l'activité de location meublée. Et c'est vrai, on le sait, hein, il y a un certain nombre de locations meublées qui ne passent pas par l'obtention de numéro de SIRET. Et pourtant, c'est obligatoire et finalement, ça ne change pas grand-chose. Ça ne prend que quelques minutes, hein. Vous Mm, l'avez fait, vous pouvez en témoigner, je pense. mm, Ce n'est pas la démarche la plus compliquée à entreprendre. mm. Ben, disons que c'est dans le côté SIRET dit entreprise, vu que je suis un particulier, pourquoi je vais faire un SIRET? Et c'est ça où ça bloque au niveau de beaucoup de personnes et de dire, ben non, j'ai pas besoin de SIRET. Mais ça implique ça. Ça implique, voilà. Donc, ça, c'est important. Donc, c'est un des points, voilà, qu'on découvre, enfin, soit au fur et à mesure, soit dès le départ. Et puis il y a aussi, par exemple, on parlait de la fiscalité, par exemple les gens qui sont au microbic, s'ils veulent passer au réel, à quel moment ils doivent faire la démarche, si c'est l'année pour l'année suivante, s'il y a une date butoir. Il y a beaucoup, voilà, il y a beaucoup de points comme ça aussi qui sont importants. Alors effectivement, et d'ailleurs vous faites très bien de le mentionner, notamment au regard des changements qui sont intervenus cette année et puis qui seront réellement en vigueur pour certainement bien, la fiscalité de l'année prochaine, l'imposition des revenus 2024, c'est on peut passer au réel. Vous avez commencé avec le régime réel, donc vous pouviez aussi choisir le régime microbique, mais surtout ce qu'il est important de savoir, c'est qu'on peut passer d'un régime à l'autre, notamment quand on est au microbique, c'est plus rare dans l'autre sens, mais quand on est au microbique, on peut passer au régime réel. Et effectivement, par contre, vous le dites très bien, il y a bien, une condition de délai, puisque un passage au régime réel, ça ne peut se faire que jusqu'à une date butoir qui est bien, la fin de la période de déclaration des revenus de l'année fiscale concernée par le changement. Or, cette formulation de l'année fiscale concernée par le changement, ce n'est pas toujours très clair. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, bien, par exemple, les revenus perçus en 2024 qui seront imposés en 2025, pour les voir imposés selon le régime réel, il faut lever l'option du régime réel avant bien, la fin de la période de déclaration des revenus de l'année 2024. Donc on lève l'option finalement l'année où les revenus sont collectés, même si elle ne produira ses effets qu'au moment de l'imposition, donc l'année suivante, puisque les impôts se font sur l'année précédente, évidemment. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut bien penser, même si il peut parfois être possible de changer de régime, même quand on a laissé passer la date, mais idéalement, il faut quand même le faire dans les délais afin de s'assurer que le changement soit bien pris en compte. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous conseillez souvent, le passage au réel, ou est-ce que vous vous êtes mis peut-être plus largement à conseiller, notamment au vu des changements de cette année? Disons que moi je dis aux personnes comme chaque personne est différente et déjà de savoir que ça existe, de savoir l'existence, c'est-à-dire le microbique et le réel, et de dire voilà, par exemple sur votre site il y a un simulateur, d'aller voir et de faire une simulation, de savoir si c'est intéressant ou pas intéressant. Mais bon. Moi, je sais que dans mon cas, il n'y a pas photo entre les deux. Mais déjà, de savoir ça et de faire la simulation et puis de voir
Je pense qu'il y a la majorité des gens, alors je ne sais pas s'il y a des statistiques là-dessus, mais je ne sais pas si chaque personne est différente, mais c'est important déjà de savoir et de simuler la chose et de voir, ok, c'est le plus intéressant le réel pour moi, qu'est-ce que je dois faire pour passer au réel. Voilà. Alors, si vous voulez un chiffre, hein, nous chez JT2M, on en a un qui nous est propre, enfin, du moins qui ne concerne que notre base. Et effectivement, pour nous, on estime qu'environ le réel va être plus intéressant dans 85% des situations. Mm. Donc, c'est quand Oui. même effectivement une large part. Et on le comprend, encore une fois, hein, ça fait lien avec ce que nous disions tout à l'heure, au vu de du grand nombre aussi de choses qu'il est possible de déduire de son imposition, on peut très vite aller à obtenir des montants de déduction bien supérieurs à un abattement qui, lui, a certes le mérite d'être très facilement compréhensible, mais qui a le grand désavantage de ne pas bouger avec le temps, de ne pas s'adapter aux contraintes. On parlait aussi de la déduction des taxes. Justement, les taxes, elles augmentent chaque année. Quand on est au microbic, l'augmentation, c'est pour soi. Quand on est au réel, on la déduit, donc ça en absorbe une partie. Et puis évidemment, là c'est encore à plus forte raison depuis qu'on sait, enfin du moins que c'est acté pour les meublés de tourisme et que les meublés de tourisme classés risquent de leur emboîter le pas, qu'on sait que le taux d'abattement en location saisonnière, il risque d'être vu quand même à la baisse de manière plus ou moins importante. Ça, c'est la rédaction finale des textes qui nous permettrait de le dire, mais il y a quand même des chances que l'abattement soit moins intéressant et c'est pour ça que le régime réel pourra de nouveau aussi connaître un regain d'intérêt, ce qui est souvent d'ailleurs, ce qui sera certainement une bonne nouvelle pour beaucoup. Puis il y a l'impact aussi sur les cotisations sociales aussi. C'est-à-dire que c'est l'effet, le deuxième effet aussi de passer au réel, parce que quel que soit le chiffre d'affaires qu'on réalise en micro, il y a au moins 50%, il y a 50% ou moi, dans mon cas, c'était 50%, mais après, ça impacte les cotisations sociales. Donc ça, c'est important aussi. Et oui, effectivement, on l'a mentionné tout à l'heure, on parlait du calcul de l'impôt qui se faisait sur le taux marginal d'imposition, mais on paye aussi des prélèvements sociaux ou des cotisations sociales selon la situation Voilà. en location meublée, et leur montant est apprécié par rapport au montant imposable. Donc quand on est au microbic, on va être imposé sur le reliquat, donc les recettes moins l'abattement, et cette somme, en fait, elle va être imposée certes au taux marginal d'imposition, mais aussi aux prélèvements sociaux, donc à 17,2%. Voire plus si on est aux cotisations sociales. Ça, c'est le cas particulier des loueurs en meublé de tourisme, des loueurs en meublé de courte durée qui retirent plus. Les prélèvements sociaux, c'est plutôt ça ce que je voulais dire. Mais c'est vrai que moi, quand j'avais fait ma simulation, je dis ah ouais. Parce qu'il y a le premier effet, mais il y a le deuxième effet après. Donc voilà, ça va vite. Enfin, voilà. Et oui, donc effectivement, on se rend compte, finalement, si on prend par exemple un loueur qui a un taux marginal d'imposition à 30%, ce qui est souvent dans la moyenne, en microbic, en réalité, il ne va pas payer 30% d'impôt sur le restant, il va payer 47,2%, puisque les 30% de taux marginal d'imposition et les 17,2% de prélèvements sociaux. Donc forcément, alors que justement, au régime réel, quand on réduit son résultat imposable, voire quand on le ramène à zéro, ça vaut aussi pour le calcul des prélèvements sociaux. Exact. Moi, ça a été la grosse lueur, la grosse révélation. J'ai tout de suite compris là qu'il fallait que je fasse ça. Effectivement, c'est quelque chose qui est très important et ça marche aussi donc pour les cotisations sociales puisque donc on l'évoquait tout à l'heure, il y a juste pour le préciser à nos auditeurs qui ne le sauraient pas, quand on fait de la location de courte durée, si on retire plus de 23 000 euros de chiffre d'affaires annuel uniquement de l'activité de location de courte durée, on ne paye non plus les prélèvements sociaux mais les cotisations sociales. Attention cette fois-ci, même lorsque on peut ramener son résultat fiscal à zéro, il y a quand même une cotisation minimum à payer, donc qui pour l'année 2024 est de 1 162 euros. Mais souvent, si c'est la seule chose qu'on a à payer et qu'on n'a pas à s'acquitter d'impôts, ça reste quand même très très avantageux pour les loueurs. Mais c'est quelque chose auquel il faut veiller quand on fait de la location de courte durée. Je ne sais pas si ça vous y avez veillé, si vous étiez concerné, si vous y avez pensé, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut un peu garder à l'esprit, notamment si on est aux alentours de la limite. Oui, voilà, s'il faut faire attention, il faut regarder par rapport au revenu principal. Il y a les deux. C'est non, c'est 23 000 et par rapport au revenu principal, non? Alors ça c'est le statut LMNP-LMP. C'est un Pardon, petit peu différent.
Parce qu'en fait, Voilà. sur le principe, mais c'est bien parce que ça va nous permettre justement de l'expliquer aussi. Quand on est loueur en meublé, on a donc deux statuts. Loueur en meublé non professionnel, donc LMNP, et puis loueur en meublé professionnel, LMP. En fait, c'est pas un choix d'être LMNP ou LMP, c'est une question effectivement de recettes et de revenus. Donc, autrement dit, on va être LMNP tant que, ou bien on retire moins de 23 000 euros de recettes brutes annuelles de son activité, et dans ce cas-là, moins de 23 000 euros, on ne se pose pas la question, on est LMNP, ou bien on retire plus de 23 000 euros de recettes, mais ce montant de recettes est inférieur au montant des autres revenus, salaire, pension, autres bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, à peu près tout, Du foyer tout ce qu'on fiscal. peut, imaginer. Et effectivement, tout cela s'estime à la hauteur de tous les membres du foyer fiscal. Donc attention, tous les membres du foyer fiscal ont le même statut. À partir du moment donc on ne respecte plus ces conditions, donc qu'on dépasse 23 000 euros de chiffre d'affaires et que le montant des recettes, et attention, on compare ici des recettes et des revenus, et que ce montant de recettes est supérieur aux autres revenus d'activité du foyer fiscal, là on devient LMP. Et effectivement, quand on est LMP, on paye des cotisations sociales, quoi qu'il advienne. Mais quand on est LMNP, parfois on peut, c'est le cas particulier des LMNP qui font plus de 23 000 euros de chiffre d'affaires en location de courte durée uniquement. Okay. Ça veut dire que si vous louez par exemple deux biens, un en longue durée, un en courte durée, si le total du chiffre d'affaires des deux dépasse 23 000 euros, mais que celui de la location de courte durée est en dessous de 23 000 euros, on ne paye pas de cotisation sociale. Il faut absolument que ce soit uniquement l'activité de courte durée qui dépasse un chiffre d'affaires de 23 000 euros à elle seule. Okay. Mais c'est important de le savoir, encore une fois, notamment, par exemple, si on est à la limite, si on est aux alentours de peut-être 22 000 euros, ouais. il faut le savoir. Ça peut changer quand même des choses. C'est tous ces petits points, non, mais tous ces points qui font que, voilà, et qui est important acquérir la connaissance des choses, quoi. Mais il faut surtout ceux qui démarrent dans la location, surtout qui prennent ça tranquille, quoi. Je veux dire que c'est pas quelque chose qu'on apprend. Il faut apprendre conscience assez rapidement, mais on maîtrise pas tout. Ça, c'est important parce que mais c'est petit à petit, on comprend les choses. Mais voilà, c'est pour ça qu'il vaut mieux se faire aider par quelqu'un qui s'y connaisse et qui conseille bien, parce que c'est important. À la fois pour la création de l'annonce, mais aussi tout ce qui est fiscalité, réglementation, parce que voilà, comme je disais, c'est complexe. C'est pas hyper compliqué, mais c'est quand même complexe. Voilà. Finalement, et bien justement, c'est parfait. J'allais vous demander, peut-être dans un sens sous forme d'une conclusion, finalement, de nous donner vos meilleurs conseils. Et est-ce que finalement, selon vous, Sophie Péguissot, le meilleur conseil quand on veut commencer une activité de location meublée, même une fois qu'on l'a commencé, c'est pas un petit peu de prendre le temps, d'accepter qu'on puisse parfois se tromper sur une année, mais que finalement, ce qui va déterminer si l'activité, on la vit bien, c'est eh bien justement de continuer à se renseigner, d'essayer de faire du mieux qu'on peut, d'essayer de trouver des interlocuteurs eh bien efficaces et professionnels qui vont permettre en fait d'en apprendre petit à petit et de se dire bah, c'est pas grave, ça va me prendre un petit peu de temps, mais à terme, c'est du temps qui est très bien investi. Dans toute chose nouvelle, de toute façon, que ça soit la location ou dans autre chose, déjà il faut se lancer, quoi. Il y a un moment où il faut y aller. Et puis ensuite, quand on fait quelque chose, forcément, on peut se tromper. Et si on fait rien, c'est sûr qu'on se trompe pas. Par contre, quand on fait quelque chose, il y a parfois ça marche tout de suite. Alors là, c'est super. Puis parfois ça marche pas tout de suite. Et puis il faut quand même analyser. Je pense que c'est ça le plus important, c'est de dire, OK, là, ça n'a pas marché, soit parce que j'ai pas des réservations, soit avec la personne, ça s'est moyennement passé, ou est-ce que j'ai été suffisamment rigoureux. Par exemple, moi, à une époque, par rapport au ménage, la propreté, les gens demandent quelque chose de très, c'est très important quand on va pas chez soi, c'est la propreté. Donc, pour moi, c'était pas c'était pas topissime mes notations, donc j'ai dit il faut que je réfléchisse à ça. Soit je fais plus moi-même, soit je prends quelqu'un de plus professionnel que moi. Donc à chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut tester, il faut y aller, surtout y aller, faire le pas en avant
Et après, d'analyser, surtout ça. C'est pas de dire ah ouais mais c'est la faute à machin, c'est Pierre, Paul ou Jacques. Ok, non c'est moi qui le gère. C'est pour ça que j'aime bien ma petite entreprise. C'est je gère, je fais, ça marche super, ça marche pas. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche, ou que ça soit plus rentable, ou que ça soit plus réservé, ou plus ceci, ou plus cela, ou voilà. Mais c'est important de s'auto-analyser ou d'analyser la situation à froid et de dire voilà, qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit mieux. C'est une belle conclusion, ça. C'est effectivement c'est un beau message qui, je suis tout à fait d'accord avec vous, dépasse très largement les frontières de l'activité de location meublée. Peut-être un dernier mot, justement, aussi, on a parlé de l'accompagnement. Est-ce que finalement aussi, JD2M, ça ne vous a aidé que pour l'aspect fiscal ou est-ce que c'est, de par son site, de par les discussions que vous avez pu avoir avec ses membres, de par d'autres contenus à disposition, est-ce que c'est aussi un acteur qui, au-delà de l'accompagnement fiscal, a pu vous aider sur d'autres aspects? Ah ben, pour la réglementation, par exemple pour le SIRET, c'est J2M qui m'a fait découvrir ça parce que je ne savais pas. Et puis, je ne sais pas s'il m'avait envoyé un tuto. J2M m'avait envoyé un tuto, un pas à pas ou un tutoriel par mail pour ben, voilà, à telle étape, il faut que je fasse ça, etc. Donc, ça. C'est plus c'est la fiscalité le cœur, mais il y a tous les satellites autour, la réglementation. Sur le site, il y a des articles, voilà. Mais c'est surtout, voilà, c'est pas que la fiscalité, c'est tout ce qui est réglementation, fiscalité, administration. Voilà. Très bien, eh bien merci beaucoup Sophie Augusto. Souhaitez-vous ajouter quelque chose après, même si on aura peut-être du mal à faire mieux que votre mot de conclusion, nous disant que quoi qu'il arrive, quand on entreprend quelque chose, il faut aller à fond. Je pense que c'est vrai qu'on aura peut-être du mal à faire mieux que cela, Non, mais souhaitez-vous ajouter c'est sur ça. dernière chose. On va rester sur ça. Eh bien, Sophie Bégusso, il ne me reste plus évidemment qu'à vous remercier pour votre participation, pour vos conseils qui, j'en suis certain, seront précieux pour un bon nombre de personnes. Vous l'avez dit, c'est la période. Vous-même, vous avez commencé un début d'été. On est en plein dedans, si je puis dire. Et nul doute que votre intervention aura certainement permis ou permettra certainement à certaines personnes de justement sauter le pas, d'y aller à fond et de découvrir une activité qui, on l'espère, vous apportera autant de satisfaction qu'elle peut vous apporter à vous aujourd'hui, leur donnera aussi envie de s'investir tel que vous investissez, puisque vous n'exercez finalement, enfin vous exercez votre activité seul, mais vous fédérez autour de vous un certain nombre de loueurs, justement, qui viennent, avec qui vous échangez, qui viennent aussi chercher des conseils, et parce que finalement c'est peut-être une autre leçon, un autre mot de conclusion qu'on pourrait tirer. C'est que c'est important aussi, certes, d'être accompagné professionnellement, mais c'est important aussi d'être entouré avec des gens avec qui on peut échanger, d'autres loueurs qui peuvent être là aussi. Ça sera un autre épisode. Exactement, on pourra parler de ça épisode. pour un autre épisode. Rendez-vous est pris, Sophie Bégusso. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je vous dis donc à très bientôt. Dans l'intervalle, nous vous remercions toutes et toutes pour avoir écouté notre podcast. Nous étions bien évidemment ravis de vous accueillir et nous serons ravis de vous compter à nouveau parmi nous dans les prochains épisodes de cette série. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.